Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois avec mon confrère maître Nancy Rizaché. On va parler aujourd'hui d'une décision très intéressante qui a été rendue par le Conseil des prud'hommes de Nancy au sujet d'une soignante suspendue dont la suspension sans rémunération a justement été retoquée par le Conseil des prud'hommes. Et ça, c'est Nancy qui va nous en parler un petit peu mieux que moi. La défense de vos libertés fondamentales. Bonjour David, bonjour à tous. Oui, j'ai un sourire jusque-là, vous le voyez, puisque le Conseil de prud'homme de Nancy a statué le 3 mai. Et pour une cliente qui était donc lingère, alors on va utiliser pour les auditeurs, on va utiliser le terme de soignant suspendu parce que elle était donc très exactement agent des services logistiques, lingère dans un EHPAD privé. Donc, elle a refusé la vaccination. Le 27 septembre 2021, elle a été donc suspendue en application de la loi du 5 août. Et depuis le 27 septembre 2021, comme vous le savez, elle n'avait plus de rémunération. Alors, j'avais été déboutée en référé, purement et simplement. Je n'avais pas obtenu gain de cause. En revanche, donc le 3 mai, au fond, le Conseil de prud'homme a annulé la suspension, a ordonné la réintégration de cette salariée immédiatement, a ordonné la reprise des versements des salaires sous astreinte et a également condamné l'employeur à payer les arriérés de salaire depuis le 27 septembre 2021. Donc c'est une décision qui est... Est-ce que tu peux nous faire la différence entre un référé et une procédure au fond pour ceux qui nous regardent? Alors, le référé, eh bien, c'était en fait la procédure d'urgence en expliquant qu'il y avait véritablement le couteau sous la gorge, entre guillemets, des soignants qui n'avaient plus la possibilité de survivre, hein, qui n'avaient plus du jour au lendemain de rémunération alors qu'ils n'avaient pas commis de faute. Donc, c'était une procédure rapide pour obtenir avec les mêmes moyens, c'est-à-dire de dire qu'il y avait une sanction pécuniaire, le fait de priver de rémunération un salarié, il y avait une atteinte, j'y reviendrai après, au Code de la santé publique, au Code du travail, aux textes européens et internationaux, enfin tout l'arsenal juridique applicable à cette situation-là. Et effectivement, l'ordonnance de référé m'avait débouté en disant qu'il n'y avait pas d'urgence parce que, en réalité, comme dans la plupart des décisions de référé qu'on a eues, que ce soit en droit administratif ou que ce soit devant les juridictions judiciaires, eh bien, on faisait reposer la faute sur le soignant en disant, finalement, à tout moment, il peut faire cesser cette situation puisqu'il peut se faire vacciner. Donc, ça, c'était effectivement en référé. Donc, quand j'ai plaidé, là, j'ai eu le délibéré le 3 mai, mais j'ai plaidé au mois de février. Là, j'ai pu argumenter de nouveau sur les différents textes qui avaient été violés, enfin, qui sont violés par cette loi du 5 août. Et là, le délibéré est clair et la juridiction, alors je suis consciente, c'est une juridiction de première instance, ça veut dire que l'appel est possible. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte, qui est cette dame, ce qu'elle faisait, voilà, tout ça? Alors, cette dame, elle était lingère, c'est-à-dire qu'elle s'occupait au sein d'un EHPAD de traiter donc à la blanchisserie parfois le linge propre, parfois le linge sale, mais de façon complètement distincte, suivant des plannings bien précis. Elle n'avait aucun contact avec ni les médecins ni les résidents. Elle travaillait de façon, je dirais, autonome, dans un local distinct. Le linge arrivait par des tuyaux, enfin c'était très organisé et elle rentrait même par une porte distincte dans le local, mais ça, on l'a vu, ça n'est plus d'actualité de dire qu'elle était sur un poste, on l'a vu avec la jurisprudence administrative des cuisiniers de Lyon, qu'effectivement, peu importe qu'elle soit dans une entité un petit peu à part. En tout état de cause, elle était donc salariée de l'EHPAD, donc à ce titre, elle était donc soumise à la loi du 5 août, puisque évidemment, elle est considérée comme agent d'un établissement hospitalier. Donc, elle est venue me trouver dès sa suspension pour contester cette suspension. Et je vais 30 secondes juste pour faire une petite aparté, parce que
J'ai eu la chance, durant mes études, de travailler dans une blanchisserie au centre hospitalier de Bourges. Et j'ai envie juste de parler un petit peu du contexte parce que c'est important pour ceux qui nous regardent de comprendre justement un petit peu comment fonctionne une blanchisserie d'une manière générale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une blanchisserie, très souvent, systématiquement, mais très souvent, il s'agit d'un bâtiment qui est vraiment à part du centre hospitalier ou de l'EHPAD. Donc, c'est un bâtiment qui est à part. Deuxième chose, il y a des règles qui sont fixées dans ce bâtiment qui sont extrêmement précises. C'est-à-dire que le linge sale et le linge propre font vraiment l'objet de 2 circuits complètement à part. Et ce, pour des raisons, vous avez compris, d'hygiène. En d'autres termes, les personnes qui travaillent au linge sale et les personnes qui travaillent au linge propre sont des personnes différentes. On va même aller plus loin, c'est que tout le circuit de traitement des linges sales ou propres est différent. Nous, par exemple, pour ce qui concernait la blanchisserie de l'hôpital de Bourges, nous avions des bacs qui étaient versés et qui permettaient de déverser le linge propre et qui venaient directement des machines à laver industrielles dont l'entrée était du côté linge sale et dont le déversement se faisait du côté linge propre. Donc, il n'y avait vraiment aucun contact entre les personnes qui étaient au linge propre et les personnes qui étaient au linge sale. On va même aller plus loin, c'est que les personnes de la blanchisserie n'ont aucun contact avec les personnels soignants ni avec les patients. En fait, c'est 2 mondes complètement à part. Éventuellement, la seule personne qui peut avoir des interactions, ça va être le conducteur du camion qui va venir apporter le linge propre à l'hôpital et repartir avec le linge sale. Ça, c'était effectivement, en ce qui concerne la blanchisserie de l'hôpital de Bourges, que je connais personnellement pour y avoir travaillé en tant qu'étudiant, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'est important de le préciser parce que, tu l'as très bien rappelé, on a affaire à une lingère, mais qui, aux yeux de la loi du 5 août 2021, est assimilée à une soignante. On sait peut-être que la jurisprudence de la Cour de cassation sera différente, mais on sait que le Conseil d'État, lui, a décidé le 2 mars 2022 de dire là où le législateur ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. En d'autres termes, à partir du moment où votre employeur est soumis à la vaccination obligatoire, parce que vous êtes un agent ou un salarié de cet employeur, vous êtes également soumis. Et ce, quelle que soit la nature de vos fonctions. La raison pour laquelle, je pense, dans ton cas d'espèce, l'EHPAD a suspendu son salarié, fût-il une lingère, comme tu viens de le dire. Donc c'est important de rappeler ce contexte parce que ça permet justement de comprendre tout l'impact et tout l'intérêt de la décision dont tu vas commenter. Je te laisse de nouveau la parole, Nancy. C'est clair que le Conseil de prud'homme ne s'est pas laissé tromper. C'est-à-dire qu'en face, l'employeur disait, comme la plupart des employeurs, mais moi j'étais obligé de suspendre cette personne puisque j'appliquais la loi du 5 août qui ne distingue pas suivant le poste occupé. Et c'est pas sur ce point-là que le Conseil de prud'homme a motivé, puisque, encore une fois, je vais dérouler un petit peu la décision qu'il a prise et qui me semble vraiment à saluer, puisqu'elle est vraiment très bien motivée et très claire. La première des choses, j'avais soulevé qu'une suspension sans rémunération était une sanction pécuniaire. Et contrairement à certaines autres décisions, je pense par exemple à l'ordonnance de référé du Conseil de prud'homme de 7 du 14 avril 2022 de notre consoeur maître Alexandra Soulier, du même barreau que toi, dans Montpellier, effectivement, le Conseil de prud'homme avait indiqué qu'une suspension sans rémunération était une sanction pécuniaire, donc illicite, prohibée par le Code du travail. Dans mon cas d'espèce, donc encore une fois, là, sur le fond maintenant, le Conseil de prud'homme n'a pas considéré que la suspension était une sanction pécuniaire. Là-dessus, j'ai été déboutée. La suspension n'est pas une sanction pécuniaire. Donc ça démontre bien que tous les conseils de prud'homme ne sont pas forcément unanimement d'accord sur les raisons de l'annulation d'une mesure de suspension. C'est juste pour dire que… C'est clair que la jurisprudence est hétéroclite. Ça, donc on aura encore des décisions intéressantes à l'avenir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Ce qui veut dire pour un employeur qui suspend sans rémunération, il y a vraiment un risque juridique. On ne sait pas, c'est très imprévisible. Et il faut se battre tous azimuts parce qu'effectivement, la jurisprudence est assez hétéroclite. Mais là où cette décision est fondamentale et pour moi est vraiment conforme à l'application du droit, c'est que le Conseil de prud'homme a considéré que la suspension sans rémunération portait atteinte au libre choix éclairé de tout un chacun de se faire vacciner ou pas.
Et ça, c'est un des moyens qu'on a tous soulevés, mais qui pour le moment n'avait pas forcément eu un écho favorable devant les juridictions. Et là, il est clair que c'est vraiment très bien motivé, hein, j'insiste, le Conseil de prud'homme indique clairement que ma cliente avait le droit de refuser ou d'accepter de se faire vacciner. Et que c'est bien son consentement libre et éclairé qui devait prévaloir. Et le Conseil ajoute qu'en lui demandant de se faire vacciner ou pas, en lui posant la question, eh bien, il y a une atteinte au secret médical. Et là aussi, c'est véritablement très détaillé, c'est-à-dire que le Conseil de prud'homme considère que le simple fait de demander à un agent, à un salarié ou à un agent de se faire vacciner, eh bien, on porte atteinte au secret médical. Seul le médecin du travail est détenteur de ce secret médical. Mais c'est pas tout, c'est qu'après, sur d'autres moyens, le Conseil de prud'homme poursuit en disant que la loi du 5 août, et il l'écrit noir sur blanc, a violé les dispositions de textes européens et internationaux. Et ça aussi, c'est fondamental parce que le Conseil de prud'homme dit par exemple que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, celui qui dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée, eh bien cet article 8, il a été violé par les dispositions de la loi du 5 août. Cet article 8, mais également la Convention d'Oviedo, et là aussi on l'a souvent soulevé, notamment les articles 5 et 10 sur le respect de la vie privée. Le Conseil de prud'homme indique, je vous lis parce que c'est rapide, hein, je veux pas vous, mais c'est rapide et au moins c'est clair, attendu que dans la même logique de démonstration, les dispositions de la loi française du 5 août 2021 violent les articles 5 et 10 de la Convention d'Oviedo, qu'elle viole le règlement de l'Union européenne du 14 juin 2021, qu'elle viole la convention numéro 111 de l'Organisation internationale du travail, ainsi que plusieurs engagements internationaux de la France. Donc, ouf, on a un Conseil de prud'homme qui rappelle qu'il a tout à fait le droit, en tant que juridiction interne, d'examiner les textes internationaux qui sont contraignants, c'est-à-dire qui lient la France, hein, puisque ce sont des textes qui s'appliquent en France. Et là, en l'occurrence, avec tout ce raisonnement bien détaillé, bien motivé, eh bien, il conclut au fait que la suspension doit être purement et simplement annulée. Évidemment, il en tire les conséquences, c'est-à-dire réintégration immédiate de ma cliente sur son lieu de travail, avec versement des salaires, et puis également rappel des salaires depuis la suspension, c'est-à-dire depuis le 27 septembre 2021. Donc aujourd'hui, on a un Conseil de prud'homme qui a déroulé les différents moyens qui avaient été soulevés, qui a répondu en motivant de façon claire et circonstanciée, encore une fois, et en expliquant que la loi du 5 août était contraire à toutes ces dispositions, à la fois législatives, code de la santé publique, code du travail, et aussi les dispositions internationales, européennes et internationales. Donc, pour moi, c'est une formidable décision parce que ça veut dire que tout ce qu'on martèle depuis 600 jours maintenant, puisque ça fait 600, je sais plus, 600 et quelques jours, depuis la parution de cette loi que j'ai toujours qualifiée de scélérate et liberticide, depuis ce temps-là, on a un Conseil de prud'homme qui statue en droit et qui statue pas en politique. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Et contrairement à certaines décisions qu'on a pu évoquer dans d'autres vidéos où la fin justifiait les moyens, là, le Conseil de prud'homme de Nancy, et je tire mon chapeau et je dis bravo, n'a pas statué dans ce sens-là. Il a pris les éléments au fur et à mesure, il a fait du droit. Et il est arrivé à une motivation et une décision juridique qui, évidemment, pour moi, me satisfait pleinement. Alors, encore une fois, ce que je disais, je veux pas faire du triomphalisme, c'est pas du tout ça, parce que je suis heureuse, et ma cliente aussi, bien sûr, est heureuse, mais je suis heureuse aussi pour tous les agents et soignants suspendus, parce que ça donne énormément d'espoir dans le règlement de leur situation. Et puis, ça redonne confiance en la justice aussi, parce qu'aujourd'hui, par rapport à toute cette jurisprudence qu'on a eue avec des hauts et des bas, avec des moments de découragement, et puis des moments aussi d'euphorie et d'espoir, eh bien tout ça fait qu'aujourd'hui, l'espoir est encore plus important. Ça redonne du punch, ça redonne confiance. Et c'est pour ça que je voudrais dire à tous, ne lâchez pas, combattez, saisissez les juridictions, prenez attache, prenez conseil, parce que rien n'est gravé dans le marbre, mais
on finira par gagner. Et la preuve, c'est que j'avais pris l'exemple d'un colosse au pied d'argile et on était avec notre petit burin à taper sur les chevilles de ce colosse. Et bien là, il commence à vaciller. Et je pense que bientôt, il y aura des fragments partout éparpillés parce que je ne dis pas que c'est nous qui aurons gagné, c'est nous tous, mais le droit aura triomphé et les libertés fondamentales seront sauvegardées. Alors Nancy, je vais rebondir sur cette décision. Alors je n'en suis pas à l'initiative, hein, puisque c'est tout ton travail qui a été récompensé. Mais c'est ensemble, hein, parce que c'est aussi nos discussions. Si, David, on est en binôme sur tous les dossiers. Si, on est un binôme. Bon, en tout cas, tout le mérite te revient. Donc il y a une chose qui est intéressante, c'est ce fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez, j'ai écrit un article juridique sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et sa compatibilité avec l'obligation vaccinale. Vous retrouverez cet article dans la description de la vidéo, donc je vous invite à aller le regarder. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt le 8 avril 2021 dans lequel elle décide de nous donner un petit peu le mode d'emploi de la compatibilité d'une obligation vaccinale avec l'article 8. Elle nous dit quoi dans cette décision? Elle nous dit, sur le plan du droit international, l'obligation vaccinale fait partie des exceptions. En d'autres termes, les États pratiquent très rarement l'obligation vaccinale et la France fait partie de ces rares États qui, au contraire, la pratiquent. La deuxième chose, c'est que par principe, une obligation vaccinale, effectivement, est susceptible de porter une atteinte au droit à la vie privée et familiale. Et par conséquent, pour éviter que cette atteinte puisse entraîner la condamnation de l'État, cette obligation vaccinale doit respecter un certain nombre de conditions. J'en ai dénombré 5, ce sont celles que j'ai retrouvées à la lecture de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Parmi ces 5, pour ne pas rentrer dans les considérations médicales qui pourraient éventuellement faire censurer cette vidéo, vous en avez une qui est essentielle, qui est la question des conséquences d'un refus d'une vaccination obligatoire. En d'autres termes, pour que votre consentement soit libre et éclairé, et surtout qu'il soit véritablement libre, il faut que vous ayez des conséquences du refus qui soient proportionnées. Parce que, bien entendu, si on vous promet la vaccination ou la mort, concrètement, vous n'avez pas vraiment un libre choix. Le choix, il existe, c'est la mort ou la vaccination. Mais on est d'accord, en termes de liberté, on a connu un petit peu mieux. Là, c'est un peu pareil. La Cour européenne des droits de l'homme nous dit quoi? Elle nous dit, si vous refusez une vaccination obligatoire, il ne faut pas que les conséquences de ce refus soient disproportionnées. Et c'est la condition fixée par la Cour européenne des droits de l'homme pour considérer, dans le cas d'espèce, celui qu'elle a eu à connaître le 8 avril 2021, qu'il n'y avait pas eu de faute commise par l'État. Et en l'espèce, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une vaccination infantile dont le refus donnait lieu à une contravention d'une centaine d'euros. Effectivement, une contravention d'une centaine d'euros, ça laisse quand même la possibilité d'apprécier librement si vous souhaitez ou non consentir à la vaccination obligatoire. Donc on voit ici quand même que on n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans la même situation parce que on a une soignante qui est suspendue depuis septembre 2021, 18 mois quand même de suspension, 600 jours de suspension. Alors, posez-vous la question dans quel état vous vous trouveriez si pendant 600 jours, on vous avait privé de tout revenu. Déjà, passer 1 mois, c'est compliqué. Passer 2 mois, c'est quasiment intenable. 18 mois, vous comprenez que personne, économiquement, ne peut subir de telles mesures. En d'autres termes, on a promis des larmes et du sang aux soignants suspendus, et à partir de ce moment-là, on leur a privé de liberté de choix. Ils n'avaient pas de choix, puisque c'est soit la mort sociale, plus aucune activité, soit la vaccination. Et il est vrai que jusqu'à maintenant, ces arguments n'ont jamais prospéré devant les tribunaux administratifs. Aucun tribunal administratif n'a fait droit à cet argument, qui est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est quand même l'argument central de mon argumentation, c'est-à-dire que c'est quand même l'argument sur lequel je pense vraiment qu'on peut obtenir gain de cause. Les tribunaux administratifs ont rejeté, et on va aller plus loin. Le Conseil d'État, dans sa décision du 29 décembre 2022, décision qui a fait l'objet d'une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, a même totalement obstrué cet argument. C'est-à-dire qu'il ne le traite même pas dans l'arrêt qui fait quand même une 40aine de pages et que vous pourrez retrouver sur mon site internet guillaume-avocat.fr. Je vous invite à aller regarder cette décision, vous verrez, c'est un tout petit considérant vers la fin qui dit que les autres moyens ne sont pas assortis des éléments suffisants
pour en apprécier le bien fondé, et hop, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, en fait, on ne parle même pas de cet argument, qui est pourtant un argument essentiel. Avant la loi du 5 août 2021, la Cour européenne de l'homme nous rend un arrêt et nous donne le mode d'emploi. On est capable de ne pas suivre le mode d'emploi. Et on va aller plus loin. On a aujourd'hui un conseil de prud'homme qui nous dit, bah, effectivement, il y a un problème avec l'article 8. Bah, merci, il était temps quand même qu'on ne soit pas les seuls à considérer qu'il y avait un problème. Il y a un vrai problème dans cette loi. Ceux qui pensent que les règles de droit sont respectées, bah, je sais pas, venez dans mon cours de première année en droit constit, vous allez voir qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc, soit on considère que nos libertés fondamentales sont fondamentales, soit on considère que c'est des libertés facultatives et qu'on peut les restreindre. Mais dans ce cas-là, elles ne sont pas fondamentales. Elles sont facultatives. Voilà. La protection de la santé publique est un des principes fondamentaux. C'est même pas un principe constitutionnel, c'est un objectif à valeur constitutionnelle. Alors, je sais que les constituants refusent de faire une hiérarchie entre les libertés fondamentales, mais un principe fondamental reconnu par les lois de la République ou un texte constitutionnel, à mon sens, a un peu plus de force qu'un objectif à valeur constitutionnelle. C'est mon analyse. Encore une fois, c'est pas celle qui est retenue par les constitutionnalistes. Mais venez faire un tour en droit constitutionnel avec moi. En première année, il n'y a pas besoin d'aller faire un master de droit constitutionnel. Vous verrez quand même ça pose forcément problème. Et quand bien même vous restreignez les libertés fondamentales, une des conditions sine qua non pour que cette restriction soit possible dans une démocratie, c'est que la restriction soit strictement nécessaire. On ne peut pas faire autrement. Strictement proportionnée, c'était la solution minimum qu'on pouvait prendre pour atteindre le résultat escompté. Et elle était utile, c'est-à-dire qu'elle a vraiment permis d'atteindre le résultat escompté. Et nécessaire, utile et proportionnée pour atteindre un but. Donc la question que vous allez vous poser aujourd'hui, et qu'on vous pose, et vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que la vaccination obligatoire assortie d'une suspension sans rémunération a mis fin à l'épidémie, à la contamination, à la transmission et aux morts causées par la Covid-19 ? Vous apprécierez effectivement et vous verrez si nous n'aurions pas, par exemple, utilisé un marteau pour écraser une mouche. Parce que concrètement, à mon sens, c'est probablement ce que nous avons fait. Combien de vies avons-nous détruites? Combien de familles avons-nous sacrifiées économiquement pour finalement un résultat qui, aujourd'hui, on compte un petit peu ce qu'il y a autour, on s'aperçoit que c'est pas si glorieux que ça. Hein. Donc, c'est un petit peu mon sentiment. Voilà ce que je voulais dire, Nancy, sur cette décision et sur cette analyse. Non, mais tu as raison. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le clame et c'est évident pour nous, mais les atteintes aux libertés, mais elles sont grossières, elles sont énormes et elles perdurent. Et c'est pour ça qu'on est aussi attentif à ce que les juridictions peuvent nous renvoyer, parce que ce sont elles, les garde-fous, ce sont elles qui vont imprégner justement ce cadre qu'on veut tous voir respecté, puisque c'est fondamental. C'est important que les droits de l'homme soient respectés. Aujourd'hui, cette décision, elle sera peut-être, on pourra peut-être la mettre en PDF, je sais pas, téléchargeable en dessous de cette vidéo, parce que c'est important de voir la motivation. On est véritablement. Alors, elle sera pas téléchargeable sous la vidéo. Je vais la mettre en fait dans l'article juridique qui sera en lien dans la vidéo et vous pourrez aller la télécharger sans difficulté. Que vous pourrez vous pourrez la lire, c'est-à-dire que vous verrez que la motivation, c'est pas une motivation à la légère, c'est une motivation où là on a un vrai raisonnement juridique et on s'appuie sur des textes. Et ça, c'est ce qu'on clame tous les avocats qui ont défendu, toi, David, moi et plein d'autres, qui ont défendu les soignants au sens large suspendus, c'est que c'est pas simplement, on criait pas au loup pour rien, on criait au loup parce qu'il y a véritablement des exactions, des atteintes aux libertés fondamentales. Et là, c'est reconnu. Donc, réjouissons-nous de cette décision, même si ensuite, j'aimerais bien obtenir une décision de la Chambre sociale, de la Cour de cassation, comme tu disais tout à l'heure, parce que là, voilà. Mais forcément, ces décisions, ce sont des petites touches qui vont dans le bon sens, qui vont vers la légitimité de notre combat. Alors Nancy, j'ai 2-3 questions. Certainement, si vous en avez bien entendu, posez-les en commentaire, on essaiera d'y répondre par la suite. La première question, c'est ça représente combien 18 mois de salaire pour la cliente que tu as défendue? Je vais être honnête, hein, la cliente, elle gagnait exactement 1600, je peux te redonner le chiffre exact, 1680,43 € brut. Donc, en fait, c'est 26 886,88 € plus
10% de congés payés, donc 2688,68. Donc ça, c'est ce qu'elle a obtenu au titre des rappels de salaire. Donc en fait, comment procède le Conseil de prud'homme? Il prend la moyenne des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois, avant la suspension bien sûr, pour faire une moyenne du salaire mensuel brut. Et puis ensuite, il l'a multiplié par le nombre de mois de suspension et on partait du 27 septembre jusqu'à donc la date du prononcé du jugement. Bon, en d'autres termes, c'est quoi? C'est 26 000 €, 28 000 €? Là, on est à 27 000 € et puis en plus, elle a eu également de l'article 700, c'est-à-dire qu'elle a eu 2 000 € d'article 700. Donc là, je m'adresse aux avocats qui font du droit du travail. C'est vrai que 2 000 € devant un conseil de prud'homme, c'est pas banal, hein, on n'a pas toujours cette somme-là. Donc, ces frais d'avocat sont largement couverts et donc, elle a réussi. Justement, la deuxième question, c'était ce que je sais que j'allais te poser, ça a coûté combien cette cliente pour faire valoir ses droits? Là aussi, je vais être en toute transparence. Je lui ai facturé 1 600 € TTC, payable en 10 fois. Et donc, elle a gagné 2 000 € d'article 700. Donc, voilà, je veux dire, il y a eu un investissement. Cette personne, c'est une personne, je voudrais la saluer aussi à travers cette vidéo parce que c'est une personne qui a été obligée, évidemment, de faire beaucoup de sacrifices. Elle a été obligée véritablement de consacrer beaucoup de temps et d'argent aussi à cette procédure. Mais aujourd'hui, c'est pour récupérer l'intégralité de son salaire, être réintégré, reprendre le versement et en plus voir ses frais d'avocat couverts. Donc, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup de ne pas se laisser faire. C'est important que tu le dises parce que je le dis souvent, un avocat, ça ne vous coûte pas d'argent. Un avocat, c'est un investissement. Alors, bien entendu, on va être très transparent, tout le monde ne gagne pas. Tout le monde ne gagne pas, mais une chose est sûre, c'est que si vous ne faites rien, vous avez déjà perdu. Et donc, c'est soit vous acceptez l'idée que tout est perdu, il n'y a rien à faire, et je comprends très bien ce raisonnement. Soit vous acceptez, vous êtes un challenger et vous estimez que la situation elle est injuste et qu'il est hors de question que vous fassiez cadeau de ces 27 000 € à votre employeur. Et autre question que je me pose toujours, c'est est-ce que ces 27 000 € sont mieux dans la poche de votre employeur que dans la vôtre? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. La réponse, elle est vite répondue, hein, comme on le dit dans le jargon. Mais tout ça pour dire qu'un avocat, c'est un investissement. Et là, en l'espèce, pour ta cliente, ça a été un investissement qui a été prolifique parce qu'elle a pu être replacée dans la situation qui était la sienne. Elle ne s'est pas enrichie. Elle a juste été remise à la place qui aurait normalement dû être la sienne. Elle a eu son dû, voilà. C'est pour ça qu'on se bat, c'est qu'elle a eu son dû. Elle avait été privée injustement de son emploi et de sa rémunération. Et là, on l'a rétablie dans ses droits. Et ça n'a pas de prix. Tout à fait. Alors, la troisième question, c'est est-ce que cet argent, elle ne devrait pas le provisionner dans l'hypothèse où il y aurait un appel? Et donc, Bien sûr. comment tu envisages la suite? Bien sûr, je n'ai pas de nouvelles de mon confrère de la partie adverse pour le moment, c'est un petit peu trop tôt. En fait, le délai d'appel, c'est d'1 mois à compter de la notification, c'est-à-dire de la réception par LRAR de la décision du Conseil de prud'homme. Je suppose que l'employeur est pas content, mais vraiment pas content du tout. Donc, je suppose qu'il y aura un appel devant donc la chambre sociale de la cour d'appel donc de Nancy. Maintenant, effectivement, l'appel, c'est ce qu'on appelle, alors dans notre jargon, un terme un peu technique, l'effet dévolutif de l'appel. Ça veut dire que, à hauteur d'appel, les conseillers de la cour d'appel reprennent l'intégralité du dossier et restatuent comme si c'était quelque part la première fois qu'ils statuaient. Donc ça, c'est dans les textes qui s'appliquent, bien sûr. Maintenant, c'est quand même une victoire parce que on a une décision de première instance du Conseil de prud'homme bien motivée, extrêmement bien motivé, ça c'est important, qui nous a donné gain de cause. Donc, effectivement, la décision n'est pas définitive dans le sens où il peut y avoir un appel. Et là, à ce moment-là, on recommence tout, on se bat de nouveau sur le fond, hein, contrairement à la cassation qui ne juge qu'en droit. Donc ça, c'est le 3e étage. Si la cour d'appel est saisie, qu'elle me redonne raison, peut-être que l'employeur fera effectivement un pourvoi en cassation, mais c'est différent. Mais simplement, aujourd'hui, on a quand même une décision qui a été, encore une fois, bien étayée, bien développée dans notre, je dirais, dans notre sac à dos pour aller en appel s'il faut aller en appel. Et s'il faut en appel, s'il faut aller en appel, on se battra de la même matière pour avoir gain de cause. Merci de ces explications. 4e question.
Pour ceux qui n'ont pas contesté leur décision de suspension sans rémunération, là je parle ici des salariés de droit privé, quels sont leurs recours aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous savez qu'il va y avoir ce décret qui va prononcer la réintégration. Donc là, pour les personnes qui auraient été suspendues et qui n'ont rien fait, vous pouvez toujours contester cette suspension parce que ce qui s'est passé avant est véritablement quelque chose à indemniser. Maintenant, la date butoir, ça va être la réintégration ou la date de rupture de votre contrat parce que, à la différence des agents publics, il y a beaucoup de mes clients, des salariés, qui ont choisi de démissionner et d'aller travailler ailleurs. Donc, c'est sûr que là, à partir du moment où le contrat a été rompu, vous ne pouvez plus rien faire. Mais si vous êtes toujours encore en suspension, vous pouvez à tout moment contester et puis aussi faire ces fameux recours indemnitaires, c'est-à-dire demander réparation d'un préjudice, puisque aujourd'hui, vous avez effectivement une privation de salaire. Si la jurisprudence peut s'appliquer en expliquant que ça viole un certain nombre de textes et que ces suspensions doivent être annulées, bien évidemment, vous avez tout intérêt à vous engouffrer et à faire valoir vos droits, y compris devant les conseils de prud'homme quand vous êtes salarié de droit privé. Donc là, tu me dis, si ils ont démissionné, il n'y a plus aucune possibilité de récupérer les salaires perdus. Alors, le souci, oui, c'est que si vous avez démissionné, le contrat de travail est rompu. Donc, vous n'avez plus de lien juridique avec votre employeur. Bon, alors ça tombe bien. Donc ça tombe bien, j'ajoute quelque chose de nouveau parce que j'accompagne certains salariés dans des procédures d'indemnisation. Mais moi, je ne vais pas me retourner contre l'employeur puisque tu le sais, je ne fais pas du droit du travail et je te les renvoie et je les renvoie également à Alexandra Soulier. En revanche, et plusieurs de mes confrères commencent à en parler, il y a une possibilité d'être indemnisé directement par l'État du fait de l'application de la loi. Et on va même aller plus loin, c'est une possibilité d'indemnisation qui est une indemnisation sans faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la loi est jugée légale, on le conteste depuis des mois, hein, c'est l'objectif des recours dans la Cour européenne de droits de l'homme. Et pour l'instant, le Conseil d'État a dit c'est légal, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, il y a quand même une possibilité d'obtenir une indemnisation dès lors que, fût-ce la loi légale, vous avez subi un préjudice qui est anormal et spécial. Il est anormal parce que vous avez été suspendu sans rémunération pendant une durée indéterminée et que c'est une décision qui est complètement dérogatoire du droit commun. Jamais on ne fait ça. Et il est spécial parce qu'il concerne une catégorie d'agents particuliers, une catégorie de personnes particulières, les salariés de droit privé, les agents publics ou les médecins libéraux. Par conséquent, ces derniers ont la possibilité d'obtenir réparation de leur préjudice directement devant le tribunal administratif à l'encontre de l'État et ils ont 4 ans pour agir à compter de la manifestation de leur préjudice, c'est-à-dire quoi, à partir de septembre 2021, pour ceux qui ont été suspendus en septembre 2021. Donc vraiment, j'accompagne un certain nombre de salariés sur ces questions-là, c'est une question importante, c'est une question qu'il faudra aborder avec eux parce que pour ceux qui sont effectivement, qui ont démissionné, voilà, c'est pas perdu totalement, il y a la possibilité de se retourner contre l'État. Tout à fait. De toute façon, il y a des comptes à rendre. Hein. Aujourd'hui, il y aura des responsabilités à mettre en œuvre. On va pas pouvoir. On s'est battu depuis le début, on continuera à se battre, mais il y a aussi, à un moment donné, l'heure des comptes. Et l'heure des comptes, c'est ces recours dont tu parles et ces droits qui doivent continuer à être défendus parce que le préjudice, on n'effacera pas d'un coup de gomme. C'est pas parce qu'on va réintégrer les soignants, et encore, sous quelle modalité, que tout s'efface et voilà, tout est terminé et on n'en parle plus, pas du tout. Alors, je parle pas de vengeance, je suis pas dans la vengeance, mais je suis quand même dans l'amertume. Voilà, dans l'amertume de se dire que tout ça pour ça, il y a eu quand même des gros dégâts à tout niveau, financiers, mais aussi moraux. Tout à fait d'accord avec toi et c'est ce un peu là-dessus sur quoi je voulais conclure, c'est que la réintégration qui est aujourd'hui envisagée, la date à laquelle on enregistre cette vidéo, ne parle pas d'indemnisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les recours qui ont actuellement lieu ne sont pas remis en cause. Non. Parce qu'on ne dit pas on va faire comme si ça n'avait jamais existé. Vous avez vu qu'il y a une réforme des retraites qui est passée. 64 ans pour un régime de retraite complet. Pour les soignants suspendus pendant 2 ans, c'est 66 ans. Donc, on est d'accord, ça n'a pas réparé le préjudice.
Donc c'est ça, l'objectif de cette procédure, c'est pas uniquement les traitements, c'est les 2 années qu'on vous a volées, parce que pour vous, c'est 66 ans maintenant. Donc ça, bien entendu, ça s'indemnise. Après, on peut en faire cadeau à l'État, il n'y a pas de souci avec Non. ça. Et encore une fois, je ne fais pas partie de ces gens-là qui disent qu'il ne s'est rien passé et que bah, c'est bon, d'un trait de crayon, une nouvelle loi est intervenue et puis passons à autre chose. Non, non, c'est 2 années qui ont été volées, ce sont des salaires qui ont été volés et il est hors de question d'en faire cadeau à qui que ce soit. Mais ça, encore une fois, chacun doit apprécier librement l'intérêt ou non d'aller plus loin. Pour ceux qui vont être réintégrés, aujourd'hui, bah, vous aurez les moyens financiers de pouvoir obtenir justice. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il est hors de question de faire des cadeaux à qui que ce soit. On ne vous a pas fait de cadeaux. Et ça, c'est évident qu'il ne faudra pas en faire non plus. Exactement. Nancy, le mot de la fin pour cette émission ? Le mot de la fin, c'est je suis d'une nature très optimiste, tu sais, David, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà, mon optimisme, il est récompensé par cette décision, par d'autres décisions et par l'évolution de la situation, mais il faut rester vigilant et il faut encore une fois bien rester, je dirais, combatif et attentif. Voilà. Merci Nancy pour ta participation à cette émission. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne comme d'habitude. Bah, dites-nous ce que vous en pensez de cette décision du CPH qui, encore une fois, sera mis en lien sur l'article juridique dans la description de la vidéo. Je vous inviterai à aller le regarder et le consulter. Vous pouvez écrire à Nancy sur l'intégralité de ses réseaux sociaux. On les mettra également dans la description de la vidéo. Suivez-nous, abonnez-vous à cette chaîne puisque, encore une fois, on vous tiendra informé de la suite des combats juridiques des clients de Nancy et de moi-même. Et puis, comme je le disais dans une autre vidéo, le meilleur reste à venir. Les procès Covid ne s'arrêtent pas, ils ne font que commencer. Et comme vous l'avez compris, je suis persuadé que de très belles décisions à l'avenir seront rendues. Voilà, courage à tous et à très bientôt. À très bientôt, à très vite. Au revoir.